Salam alaikum, Azul, bonsoir. Boualem Bessaïh est mort des suites d'une longue maladie. Il était l'un des responsables algériens dont la longévité au sein du pouvoir était dans le top 10 des records. Rabbi yarhamou ala kulli hal. Pendant la Révolution, il était l'un des collaborateurs de Abdelhamid Boussouf, le fameux Abdelhamid Boussouf. Dès l'indépendance, il est adoubé par ceux qui prennent le pouvoir et commence une longue, très longue carrière. Plusieurs fois ambassadeur, plusieurs fois ministre, en plus de nombreuses autres très hautes fonctions, puisqu'il faut les appeler comme ça. Il restera dans les arcanes du régime jusqu'en 2012, avant de partir à la retraite. Mais récemment, il y a un peu plus d'un mois, au mois de juin, alors qu'il était très malade, il a été nommé ministre d'État, conseiller spécial auprès du président de la République, représentant personnel du chef de l'État. Il n'était pas en état d'exercer une quelconque activité qui soit, mais il a été décidé en haut lieu qu'il décéderait en fonction. Un peu comme Fakhamatouhou, dont les proches ont décidé qu'il décédera rivé sur le trône et non pas comme un grand invalide à la retraite. Mais au-delà du décès de Boualem Bessaïh et tout ce que sa carrière suggère sur la nature profonde du régime, sur son fonctionnement, sur la solidarité de ses membres, ce sont ces funérailles qui nous ont interpellés, parce qu'elles ont été l'occasion de voir, encore une fois, qui était le maître des lieux, ou plutôt qui est le maître des lieux, qui est la vedette du rituel quel qu'il soit, des cérémonies quelles qu'elles soient, quand elles ont lieu publiquement. Je n'en dirai pas plus, je laisse les images vous parler. Comme on dit. Aujourd'hui, mais on va vous montrer les titres d'abord, aujourd'hui. TSA. La poignée de main entre Ali Haddad et Abdelhak Leïda, ancien chef du GIA. Le monde diplomatique. La France en guerre contre le terrorisme d'opportunité. Par Philippe Lemarie. Liberté. Nouveau scandale de corruption lié à la société Saipem, le fils de Chakib Khelil cité pour la première fois. Par Hamid Seydani. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Aboud Hicham, journaliste et directeur des journaux Mon Journal et Jaridati. Et Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Aboud Hicham sera avec nous en Skype et Sofiane Gilali au téléphone. Aboud Hicham, merci d'être avec nous.
Bien, c'est moi qui vous remercie, Jamal, et un vif remerciement pour avoir invité avec moi mon ami Sofiane Djilali, que j'apprécie beaucoup, et je profite de l'occasion pour le saluer chaleureusement. Ah bah c'est très bien, je suis content. Aboud, Hicham, moi Oui. quand j'invite des gens, je souhaite qu'ils ne s'entendent pas, pour qu'ils nous mettent un peu d'ambiance. Impossible avec Quand ils sont Sofiane Djilali. copains, ça fait un peu fade, hein. Mais enfin, Impossible avec Sofiane Djilali qu'on ne s'entende pas. c'est vrai, C'est-à-dire que nous mais Soufiane sommes Gillet est sur la même tellement longueur gentil d'onde. que... Soufiane Gillet est tellement gentil que je ne lui connais pas d'ennemis, moi. À part les gens du régime, bien sûr. Alors, nous n'avons comme ennemis que les gens du régime et leurs larbins et leurs Et là, sbires. tout à fait. Et leurs larbins sont souvent pires, mon cher ami. Absolument. Ah كيف يقولوا بالعربية هذيك خاف من كيفاه وما تخافش من الآخر Ouais. باش ما نسبوش Aboud Hicham, d'abord commençons par les funérailles de Boualem Saïh. Boualem Saïh qui était responsable au sein de ce... D'abord il était dans la Révolution, il avait un poste important au sein du MALG. Puis dès l'indépendance, il a commencé par être plusieurs fois ambassadeur, puis plusieurs fois, 5 fois ministre, avant d'avoir cette dernière fois, une 6e fois, un portefeuille de ministre, de conseiller, etc. etc. Et donc, pendant ces funérailles, nous avons vu ce que nous avons vu, nous allons en parler. D'abord, parlons un peu de Boualem Saïh. Est-ce que ça ne donne pas une idée un peu sur la nature du régime, ces gens qui sont au pouvoir depuis, avant l'indépendance, en fait? Bon, avant l'indépendance, on ne peut pas dire que les gens étaient au pouvoir. Les gens étaient à l'avant-garde de la lutte armée. On ne peut pas leur reprocher cela. On ne peut pas reprocher à Abdelhafid Boussouf d'avoir créé un service de renseignement efficace pour participer à la libération du pays. On ne peut pas mener une guerre contre la 4e puissance mondiale sans service de renseignement. Mais après l'indépendance, et là, il y a émergence d'un pouvoir qui prend les choses en main. Malheureusement, à l'indépendance de l'Algérie, des clans ont émergé, une guerre de clans a vu le jour, et bon, il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles a été déclenchée la guerre de libération. Nous sommes le seul peuple, hein, le seul pays qui a déclaré la guerre de la 4e puissance mondiale sans armée. Il n'y avait ni armée, ni rien du tout. C'est le peuple qui a pris les armes et quelle arme, et qui s'est constitué une armée issue réellement de ses rangs. Par la suite à l'indépendance, de toute façon, on ne va pas revenir sur la genèse du pouvoir algérien. Une chose est ce pouvoir est toujours le même, que ce soit sous le parti. Aboud Hicham, Oui. je vais vous interrompre parce que le son n'est pas très très bon. Donc vous allez rester en Skype avec nous et on va vous appeler au téléphone comme ça. Et je reçois à présent Sofiane Djilali. Merci d'être avec nous, Sofiane Djilali. Eh ben, tout le plaisir est pour moi, surtout quand on est accueilli aussi chaleureusement que vous venez de le faire vous, et surtout Hicham Aboud qui a toujours été là avec beaucoup de mots sincères et beaucoup d'encouragement. Je vous salue, chapeau bien bas. Merci, merci Sofiane Djilali. Vous savez, Sofiane Djilali, je vais vous dire, aujourd'hui c'est la journée des échanges d'amabilité. Hein. C'est vrai qu'on nous dit souvent que vous êtes un homme très agréable. Vous faites un peu vieil Alger. البلده هذوك تاع بكري ناس ملاح طيبين sont très souples, très doux, très ronds. C'est vrai, hein, beaucoup de gens nous le disent, mais je vous le dis comme m'a dit de vous. Mais sinon, marhaba bek, c'est sûr. Eh ben, écoutez, vous m'envoyez rougir, heureusement que je ne suis pas sur... Heureusement sur que vous êtes au téléphone, ça ne se voit pas. Non, mais écoutez, il faut que les hommes politiques, les hommes publics aient du caractère, soient forts, mais qu'en même temps, ils savent ce que c'est être un homme civilisé. Moi, j'adore les coups de gueule parfois de Hicham Aboud, mais ça n'empêche pas aussi d'être d'une très grande finesse et d'une très grande politesse. Je crois que c'est le modèle à proposer aux Algériens et non pas les fanfaronnades et
et les gros ventres de certains qui s'étalent tout honte bu devant les gens. Malheureusement, le temps est au vociférant, il est au tonitruant, il est au malotru. Mais bon, on fait avec. De toute façon, on a pris l'habitude de ces gens-là. Soufiane Gilali, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces funérailles sous l'angle de ce qui ici est passé? Ça veut dire, nous avons assisté à de véritables hommages qui sont venus présenter les uns et les autres. Et curieusement, alors qu'il y avait un peu de tout, hein, il y avait Gaïd Salah, il y avait Hamel, il y avait un peu il y avait des généraux majors, des généraux de corps d'armée. Et là où les gens affluaient, faisaient quasiment la chaîne l'un derrière l'autre, c'était pour faire la bise aux frères Bouteflika. Bon, je crois que ça fait partie maintenant de la culture du sérail. Plus ils rampent sur le ventre et ils ont plus de chances d'accéder à quelques recoins sombres pour se remplir un peu plus la panse. Écoutez, moi je ne veux pas vraiment épiloguer sur l'homme de Boualem Bessayah. Il a été un ancien moudjahid, il a fait la révolution, il a assumé son devoir. De ce point de vue, je crois qu'il n'y a pas trop de choses à dire, sinon que l'histoire écrira ce qu'elle décidera. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle aujourd'hui, lorsque je vois les images de tout ce monde-là qui se bouscule, non pas pour rendre hommage aux défunts, mais surtout pour se montrer, pour aller serrer les poignets et pour essayer de se changer les cartes de visite avec un téléphone bien gras, pour au cas où on pourrait les appeler. Eh bien, pendant ce temps-là, j'ai été voir en famille un film sur Ahmed Zabana, extraordinairement émouvant. Cet homme-là, qui très tôt a été guillotiné. Malheureusement, dans la salle Mougar, que tout le monde connaît, eh ben, il n'y avait que notre famille. Il n'y avait pas un seul spectateur de plus, pendant que les Algériens allaient s'occuper, vaquer à leurs affaires. Il y avait là quelques scènes émouvantes et je retiens qu'une phrase. Au moment d'être guillotiné, Ahmed Zabana avait dit « Je meurs pour que vive l'Algérie ». Malheureusement, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut que l'Algérie meure pour que M. Bouteflika et sa suite vivent. Oui, malheureusement, malheureusement. Restez avec nous, M. Gilali, nous revenons à Aboud Hicham. J'espère que le problème s'est réglé. Absolument. Ah ben c'est très bien, on vous entend très bien. Aboud Hicham, j'allais dire, cet essaim de personnalités en tout genre qui tournait autour de Saïd Bouteflika, de son frère, de la fratrie, c'est incroyable quand même. Bon, les gens ont compris maintenant, hein. Il ne reste plus que les imbéciles qui veulent nous faire croire qu'il y a d'autres forces occultes et qu'il y a une limite de clan quelque part. Les gens ont compris que le véritable patron, c'est bien Saïd Bouteflika. Et c'est pour ça que tout le monde se bouscule pour lui faire la bise, pour lui serrer la main, pour se montrer devant lui. Mais d'ailleurs, Saïd Bouteflika était au 4e rang. Il était bien en retrait, selon des témoins avec lesquels j'ai pu converser par téléphone. Et ceux qui ne voyaient pas derrière eux, ceux qui ne regardaient pas derrière eux, qui n'ont pas vu Saïd Bouteflika, s'étaient braqués sur Gaïd Salah et d'autres sur l'Hamel. Et puis on voyait un balai. Hein? Les gens allaient de Gaïd Salah à l'Hamel, Gaïd Salah, et hop, ils voient Saïd Bouteflika. C'est tout le monde qui pique sur Saïd Bouteflika. C'est ça, cet opportunisme de ces larbins qui n'ont d'autre foi qu'en ce que leur donne leur maître du moment. Comme l'a dit mon ami Sofiane à l'instant, ces funérailles, et comme toutes les funérailles de toutes les personnalités politiques, sont des occasions pour les opportunistes, pour se faire montrer d'abord, pour serrer une poignée de main avec X ou Y, et surtout pour se remplir leur petit calepin, leur petit répertoire téléphonique. Voilà ce que représentent aujourd'hui les funérailles de personnalités politiques. J'ai eu personnellement à assister aux funérailles de Ali Kafi, Allah yarhamou, quand j'étais en Algérie au cours de mon cours intermède, hein, ma petite parenthèse, en 2012.
Et là, j'étais étonné de voir des gens qui n'avaient rien à voir avec Ali Kafi et qui venaient ici se serrer, chercher à remplir leur calepin, à remplir leur répertoire téléphonique. Et ça nous donne parfois des scènes cocasses, comme cette scène où on voyait Ali Haddad avec Aïada. Ah, là, j'allais vous en parler, Aboud Hicham. Justement, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette rencontre, ces grands sourires, ces retrouvailles très chaleureuses? C'était vraiment émouvant comme retrouvailles. Alors bon, d'abord, quand on dit l'Aïada qui serre la main à Ali Haddad, ça veut dire qu'il a serré aussi à Ali Bouteflika, parce que Ali Haddad n'a pas quitté du semaine Saïd Bouteflika. Oui, évidemment. Et puis, qui sont-ils ces gens? Ils symbolisent le véritable pouvoir, le vrai visage du pouvoir algérien, un visage fait de terrorisme et d'opportunisme à un affairiste. Vous avez un ancien chef terroriste dans la tête des mises à prix et un affairiste qui a été monté en épingle par un pouvoir mafieux. Ce sont les deux symboles du pouvoir politique algérien actuel. C'était très symbolique, en effet, vraiment très symbolique. Et nous allons poser la question à Soufiane Djilali. Qu'est-ce que vous en pensez, Soufiane Djilali, de cette rencontre vraiment symbolique pour le moins? Oui, il est évident que le régime actuel est prêt à s'allier à tout et au diable s'il le faut pour arriver à ses objectifs, c'est-à-dire rester encore au pouvoir le plus longtemps possible, une ou deux générations encore. Mais si vous permettez, j'ai un petit mot à dire quand même sur le défunt, puisque c'est l'occasion d'en parler. Je crois que M. Bouteflika, en désignant M. Bessaïa en tant que ministre, c'était pour lui rendre, disons, les faveurs. Ça signifie que M. Boualem Bessaïa a dû rendre de son côté un gros service à M. Bouteflika. Et alors, si on remonte dans la carrière du défunt, on s'aperçoit qu'en 2008, il présidait le Conseil constitutionnel. Absolument. Et c'est sous sa présidence qu'il y a eu la modification de la Constitution pour faire passer la liquidation de l'article qui limitait les mandats. Qui limitait les mandats. Et donc, si M. Bouteflika a eu son 3e et son 4e mandat, c'est que le défunt a signé l'amendement constitutionnel qui était anticonstitutionnel et qui a permis cette situation. Donc, il y a quelques mois, lorsqu'il a été nommé ministre, je crois que M. Bouteflika voulait le remercier pour qu'il puisse s'en aller avec les honneurs. Oui, en effet, c'est tout à fait compréhensible. On n'est pas ingrat dans ces eaux-là, hein. Les gens, ils sont très corrects. Vous n'avez pas remarqué, Soufiane Djilali, que dans ce milieu, c'est un peu comme la mafia italienne. Il y a de vrais principes, de vraies valeurs. Les gens ne se lâchent jamais. Ils sont très solidaires. Je vais vous donner un exemple. Ils se marient entre eux depuis 1962. Ça veut dire leurs enfants avec leurs enfants, leurs garçons avec leurs filles. Ils ne se marient jamais en dehors de leur cercle. Ce qui fait qu'au bout de 50 ans, ils sont devenus tous parents les uns des autres. Tous, sans aucune exception presque. Et quand ils liquident l'un des leurs, quand il arrive qu'ils le liquident, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'occupent toujours de sa famille. Quel que soit le sort qui a été réservé à l'un de ses membres dont ils ont décidé de le liquider. Mais il ne lâche pas sa famille, il s'en occupe très très bien. Ça veut dire que c'est vraiment dans la pure tradition mafieuse. Vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr qu'ils ont des règles, mais vous savez, il y a eu combien de shahids qui étaient, durant la Révolution, qui étaient morts sous les balles de l'occupant à ce moment-là, mais dont l'épouses ou les filles sont devenues des femmes de ménage, ou bien on les a utilisées Non, mais je ne parle pas, Soufiane Djilali, excusez-moi, je ne parle pas des chouhada. Je ne parle pas des chouhada et des gens, des vrais révolutionnaires, je parle de ceux qui ont pris le pouvoir.
Oui, c'était juste pour faire le parallèle. Oui. Que malheureusement, on aurait voulu que cette aristocratie qui s'est imposée, elle aurait dû à l'origine s'occuper des familles, des vrais chouhada, et non pas nous démontrer maintenant leur solidarité entre eux à l'encontre ou contre le peuple. C'était un parallèle à faire, malheureusement, qui est bien pénible. Oui, en effet, je confirme ce que vous dites, M. Gilali. Juste après l'indépendance, il y avait une loi qu'on appelle la loi des postes catégorie C et D, des postes réservés aux anciens moudjahidines, aux enfants de Chouhada et aux veuves de Chouhada, qui réservaient en effet les postes de femmes de ménage, d'appariteurs, de plantons pour ce qu'on appelait à l'époque la famille révolutionnaire. Plantons, appariteurs, vaguemestres, factotums et femmes de ménage pour les femmes de Chouhada. Je reviens à Aboud Hicham. Aboud Hicham, nous parlions un peu, avant de passer aux autres sujets, nous parlions un peu de ce penchant des barons du régime de se soutenir les uns les autres, de s'entraider, de ne jamais se lâcher. Même quand il arrive qu'ils liquident l'un des leurs, ils ne lâchent pas leurs familles respectives. D'abord, permets-moi de te faire remarquer, mon cher ami Jamel, que tu fais une insulte à la mafia en la comparant aux brigands qui gouvernent l'Algérie. Parce qu'on a vu, c'est un gang de brigands. C'est pas une mafia. La mafia a un code d'honneur. Et ces brigands n'ont pas de code d'honneur. Ils ne se soutiennent pas comme tu le crois. Non, ils se tirent dans les pattes. Et beaucoup d'entre eux ont été mis sur la paille, parce qu'il y a eu un malentendu. Et surtout avec Bouteflika, son propre frère n'a pu rentrer en Algérie, son frère Belé, je parle de Moussa Fadili, n'a pu rentrer en Algérie que pour assister aux funérailles de sa mère qui l'a allaité, Monsouria, c'est-à-dire la maman de Bouteflika. Ce n'est qu'à cette période qu'il a pu rentrer en Algérie. Et les Bouteflika sont rancuniers. Et le pouvoir actuel, il suit toujours le chef. Les hommes du pouvoir suivent le chef. Ils n'ont pas de code d'honneur. Aujourd'hui, on va vous faire... Je connais plein de choses. Vous savez, quand quelqu'un est avec eux au pouvoir, il est là, il est sollicité, il est servi. Mais dès qu'il est mis en marge, dès qu'il est mis à la retraite, c'est tout le monde qui lui tourne le dos. Parce que, pour eux, s'il est mis à la retraite, s'il est mis en marge, cela veut dire que le chef n'est pas content de lui. Ça, d'une part. Pour revenir permets-moi de revenir un petit peu à la personne du défunt de Boualem Bessaya, qui a été de tous les pouvoirs, de Ben Bella jusqu'à Bouteflika. Boualem Bessaya était loin des feux de la rampe. Il a toujours été en retrait des feux de la rampe. Il n'a jamais été dans le premier cercle. Ça n'a jamais été un personnage de premier plan. Il a été dans la périphérie du noyau central. Il n'a jamais été dans le noyau central. Du temps de Ben Bella, on ne parlait jamais de lui. Du temps de Boumediene, on parlait d'Abdelghani, on parlait de Bouteflika, on parlait de Ben Cheri, mais jamais de lui. Du temps de Chadli, on ne parlait jamais de lui. Du temps de tout le temps. C'est pour ça que je dis le bonhomme était en retrait. Ambassadeur, ministre, président du Conseil constitutionnel, il rend des services éminents. Et c'est le bonhomme qui a su garder une certaine constance en sachant composer avec tous les hommes du pouvoir. Parce que le régime est le même, depuis 1962, il n'a pas changé, que ce soit du temps du parti unique, que ce soit du temps où il n'y avait pas de parti, c'est-à-dire du temps de Boumediene, il n'y avait pas de parti, il y avait l'appareil du parti, et le FLN était gelé, du temps de Chadli, c'est le parti unique, et du temps du multiparti. C'est le même régime. Ce sont les mêmes hommes qui se relaient sur le pouvoir, et Boualem Bessaya a toujours été au cœur de ce pouvoir, mais en faisant attention pour ne pas attirer l'attention sur lui, puisque à ce jour, on ne s'est jamais intéressé ni à ses biens, ni à ce qu'il a fait, ni à ce qu'il n'a pas fait. On n'a jamais parlé de lui, contrairement à d'autres hommes du pouvoir qui ont défrayé la chronique et qui ont fait les choux gras de la presse. Mais Aboud Hicham, comme vous le dites, finalement, c'est vrai, cette présence, cette omniprésence du début à la fin
pendant toute la vie de ce monsieur, depuis l'indépendance à ce jour, au sein de ce régime qui a pourtant changé, qui est passé du socialisme, des nationalisations, du secteur public, de la gestion socialiste des entreprises, à un système hyper libéral, mais les gens sont restés les mêmes. Les gens de ce système sont... et c'est là où vous avez raison de dire c'est le même système, parce que les gens n'ont pas changé. C'est les mêmes gens qui étaient là en 62 et qui sont toujours là, du moins pour ceux d'entre eux qui sont encore vivants. Et si ce ne sont pas eux, ce ne sont pas les mêmes hommes, ce sont leurs hommes demain, ce sont leurs sbires. Parce que chacun place ses hommes quand il est au pouvoir. Abou Deschem, nous allons passer maintenant au sujet, à l'autre sujet qui est celui de l'affaire du Panama Papers, comment il s'appelle Chekib Khalil et Bjaoui et tout ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et son fils, le fils de Chekib Khalil. Oui. Mais sinon, votre avis sur cette question, sur cette résurgence de l'affaire? Écoutez, le bonhomme a tellement de casseroles, ce Chekib Khalil. Et de plus en plus, la justice algérienne est discréditée. De plus en plus, l'opinion publique constate que l'impunité dont jouit Chekib Khalil n'est pas gratuite, tout simplement parce que Chekib Khalil est l'homme de main des véritables détenteurs du pouvoir. Et lorsque les gens du DRS avaient traité le dossier de Chekib Khalil, ils avaient trouvé le dossier de Saïd Bouteflika. Et à l'époque, le général Toufir, qui a toujours été en bonne entente avec le président Bouteflika, n'a pas voulu transmettre le dossier au président de la République, parce qu'il y avait le nom de Saïd Bouteflika. Et quand on dit qu'il y a le nom de Saïd Bouteflika, cela veut dire que ce monsieur est derrière Chekib Khalil. S'il n'était pas derrière Chekib Khalil, s'il y avait quelqu'un d'autre derrière Chekib Khalil, on lui aurait fait payer au moins, par une ouverture d'une enquête. Mais là, absolument rien. Pire encore, le bonhomme, après 3 années, il est rentré en Algérie par la grande porte, étant accueilli au salon d'honneur par le préfet d'Oran, ce qui veut dire que c'est la première personnalité qui représente l'État algérien dans l'Oranie qui a reçu Chekib Khalil. Après qu'il ait été inculpé par la justice algérienne, rappelons-le. Après qu'il ait été inculpé, que son dossier ait été ouvert et même annoncé publiquement par le procureur général de la République, qui a été démis depuis, qui a payé les pots cassés. Oui, mais c'est ce même procureur, Zormat Ibn Qasim, qui m'a accusé d'atteinte à la sécurité nationale, d'atteinte à l'intégrité territoriale, d'atteinte au bon fonctionnement des gestions nationales. Il a fait ça sous la conduite, sous la dictée de Saïd Bouteflika. Pourquoi toutes ces accusations? Il l'écrit lui-même, parce qu'il est vraiment bête, ce Zormati, il mérite ce qu'il a eu. Il écrit lui-même pour avoir fait des déclarations de presse. Voilà. Restez avec nous, Abou Deschem, je reviens à vous dans un moment. Soufiane Djilali, au sujet de cette histoire de Bjaoui, de Chekib Khalil qui revient, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? C'est un des scandales internationaux dont l'origine est algérienne qui est exposée face à l'opinion mondiale, si j'ose dire. Il me semble que même au niveau de l'Union européenne, ils viennent de prendre des mesures très strictes pour engager des enquêtes sur les personnalités, les sociétés qui ont bénéficié de ces sociétés offshore et de Panama Papers. Chekib Khalil n'est malheureusement pas la seule personnalité. Probablement que c'est les plus grosses sommes d'argent qui ont circulé. Tout le monde, j'imagine, savait ce qui se passait au niveau en haut lieu. Et à l'évidence, Chekib Khalil est totalement couvert par le pouvoir. Alors, qui est derrière le pouvoir? Très probablement la présidence de la République qui le couvre. Lorsqu'on sait que la justice est très prompte à réagir, surtout lorsqu'il s'agit d'opposants, pour un tweet ou pour une caricature sur un blog, on a mis en prison des jeunes dames
on a mis en prison des fonctionnaires pour beaucoup moins que ça. Et les Algériens regardent tranquillement l'homme qui semble être l'un des plus corrompus dans le monde et probablement en Algérie, qui se promène librement, qui parle, qui s'exprime sur Facebook. C'est vraiment la caricature d'une injustice et non pas d'une justice algérienne. Monsieur Jidali, une question que j'ai posée à Boudhicham aussi. Comment expliquez-vous que les frères Bouteflika n'apparaissent pas du tout? C'est-à-dire, même si les investigations sont internationales, comme c'est le cas pour le consortium, des journalistes d'investigation qui ont épluché plus de 11 millions de documents, 11 millions et demi, que les Bouteflika n'apparaissent nulle part. Donc, moi, la question que je pose, est-ce que, donc, dans ce cas, ils sont victimes de la calomnie, de l'injustice de ceux qui les accusent injustement, ou est-ce qu'ils sont très, très habiles et qu'ils ont réussi à rendre invisibles ces milliards de dollars qu'on leur prête, qu'ils auraient pillés? Bon, en général, à ce niveau, on n'agit pas en son propre nom, on agit avec des traitements, ça c'est évident. Maintenant, moi, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pris, combien, etc., peu importe. Mais ce qui était évident et devant tout le monde, c'est que la présence de M. Chekib Khalil sur le territoire algérien, il aurait dû être questionné très sérieusement par une justice qui aurait été là pour défendre les intérêts du pays. À l'évidence, l'Algérie a été saignée par cet homme-là. Il faut lui demander des comptes. Pourquoi il est resté si longtemps ministre sous le pouvoir de M. Bouteflika? Quels sont ses rapports avec lui? Et il aurait fallu qu'il réponde clairement. Maintenant, si le président ou ses proches ne sont pas impliqués, alors pourquoi M. Chekib Khalil est-il protégé? Tout le monde sait que le président, ou du moins la présidence, puisque M. Bouteflika lui-même, on ne sait pas très bien dans quel état il se trouve, mais en tout cas, en son nom à lui et au nom de l'institution présidentielle, c'est de là que viennent toutes les impulsions, que viennent toutes les décisions de nommer, dégommer les gens. Alors, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais moi, Soufiane Jilali. M. Chekib Khalil. Pardon, Soufiane Jilali. Moi, je me fais l'avocat du diable. Je me fais l'avocat de Saïd Bouteflika. Et je vais vous répondre que moi, Saïd Bouteflika, si j'étais vraiment ce que vous êtes en train de m'accuser, pourquoi je n'aurais... Puisque vous dites que la justice est sous mes ordres, que je peux l'instrumenter comme elle veut, qu'elle obéit à l'injonction, au coup de fil, pourquoi je ne lui aurais pas demandé de rendre un non-lieu pour Chekib Khalil? À partir du moment où moi je commande à la justice et à partir du moment où on lui reproche quelque chose qui puisse être retenu contre lui. Pourquoi dans ce cas je n'ai pas demandé à la justice, j'appelle le procureur général, je lui dis écoutez, rendez un non-lieu, au lieu de le faire promener dans les avias, je fais rendre un non-lieu. À votre avis? Tout simplement, je pense qu'il y a des dossiers très lourds qui sont partis à gauche et à droite. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec le DRS. Et vous savez très bien que des officiers supérieurs qui ont travaillé sur la question ne vont pas se laisser faire ainsi. Ils ont des copies, ils ont les doubles, ils peuvent publier, ils peuvent dénoncer, ils peuvent... Donc ça serait beaucoup trop difficile d'aller annuler directement des instructions judiciaires qui ont été menées par des officiers supérieurs. Ou alors il faut à ce moment-là faire comme fait M. Erdogan, liquider 100 000 ou 200 000 Algériens et les mettre en prison pour pouvoir ensuite déchirer les dossiers comme on veut. Et voilà, moi je ne connais pas beaucoup plus de détails, je n'accuse personne en particulier, mais tout ce qu'on a lu dans la presse nationale et qui est publié ici, il y a des dossiers extrêmement lourds et les accusés n'ont pas répondu aux questions, ne se sont pas défendus, n'ont présenté aucune preuve suffisante pour les innocenter. C'était à la justice de faire ce travail. Bien sûr que par simple coup de téléphone, on peut arrêter une enquête, empêcher des enquêteurs d'aller plus loin, mais il est peut-être difficile de tout détruire sur ce qui a été accumulé et qui probablement
et maintenant sous 2 ou 3 ou 4 copies différentes qui doivent circuler quelque part. Restez avec nous, M. Djilali. Abou Hicham, nous allons aller un peu vite maintenant, des réponses un tant soit peu lapidaires, pour pouvoir aller sur les autres dossiers. Au sujet des frères Bouteflika, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace sur eux, aucun élément concret, tangible, qui puisse être produit? Mieux, Saïd Bouteflika n'a même pas pris un lot de terrain à Alger et en Algérie, dans toute l'Algérie. Il n'a pas pris un seul lot de terrain. Alors, pourquoi? Il n'en a pas besoin. Tout simplement, Saïd Bouteflika sait comment agir. Les Bouteflika ont retenu la leçon de 1979, lorsque le poteau rose a été découvert et les 12 milliards qu'avait détourné Abdelaziz Bouteflika l'ont mis dans un sale pétrin. Que font aujourd'hui les Bouteflika? Ils placent leurs hommes. Ils prennent ce qu'ils prennent et ils donnent la part des Bouteflika qu'ils mettent dans des comptes bancaires. Ils n'ont pas besoin de créer de société, ils n'ont pas besoin de Panama Papers, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit, ils ont des comptes. Le jour où la télévision suisse avait, dans un reportage, et le reportage est toujours visible sur YouTube, avait révélé que Abdelaziz Bouteflika avait un compte dans lequel il avait plus de 900 millions de francs suisses. Personne n'a bougé. Et ce compte, depuis, il a grossi. En plus de cela, les frères Bouteflika, quand ils prennent le seul qui a été un petit peu mis dans l'embarras, c'est Abderrahmane, l'avocat, qui a bénéficié d'un appartement à la rue Saint-Honoré à Paris, hein, une rue vraiment de notre classe, hein, un appartement qui coûtait dans les 400 000 euros. Et d'ailleurs, il avait mis en son nom. C'était un petit peu le lot de terrain qu'a obtenu Bouteflika aux Émirats arabes en cadeau et qui a été construit avec l'argent du contribuable algérien. Personne n'en parle. La maison d'Oujda, la maison familiale, elle a été reconstruite, restaurée aux frais du contribuable algérien. Ça, on ne le voit pas, il n'y a pas de documents. Mais c'est des broutilles, là, à Bodécham. Ça, c'est je vous ai dit qu'il y a des miettes. Non, mais les grosses sommes qu'on leur prête, on dit qu'ils ont pris des milliards de dollars, que tout le monde leur donne leur part. Mais cet argent, il est bien planqué quelque part, s'il existe. Bien sûr, mais est-ce que vous pensez que n'importe quel investigateur puisse découvrir un compte numéroté en Suisse ou quelque part pour ça? C'est un compte bancaire. J'ai dit, ils n'ont pas de société. Eux, ils se contentent de prendre du liquide. Si aujourd'hui, Cheikh Khalil prennent toutes ces casseroles, vous pensez qu'ils ne sont pas sucrés au passage, qu'il n'a pas donné plus de 60% de ce qu'il a pris? Vous pensez qu'ils se laissent salir parce que là, ils sont eux qui sont salis. Parce que les gens disent, c'est Bouteflika qui est derrière ce Cheikh Khalil. C'est Bouteflika qui est derrière ce Ali Haddad qui se permet de prêter à l'État algérien 400 millions d'euros. D'où il vient ces 400 millions d'euros, Ali Haddad, pour les prêter à l'État algérien, un État pétrolier? Alors, une autre question, avant de passer à la suite. Pourquoi Saïd Bouteflika n'a-t-il pas instrumenté la justice, tout simplement, en lui demandant de rendre un non-lieu pour Cheikh Khalil, au lieu de le balader dans les zaouillettes? Il n'a pas besoin de rendre un non-lieu. Il classe le dossier, tout simplement, et personne ne bouge. Normalement, c'est aux parlementaires algériens, c'est aux partis de l'opposition politique de saisir la justice en demandant l'ouverture d'une enquête sur Cheikh Khalil. Mais personne ne le fait. Et c'est pas Saïd Bouteflika qui va perdre son temps à appeler pour se mouiller. Demain, ils vont dire « Ah oui, c'est elle qui a donné l'instruction » ou le ministre a agi sur l'instruction de Saïd Bouteflika. Il n'en a pas besoin. Il a classé le dossier. C'est terminé. Comment a été classé le dossier de l'actuel ministre de l'énergie, l'ancien PDG de Saint-Gaz, qui était sous contrôle judiciaire. Tout comme a été classé le dossier de Tebboune, qui était poursuivi pour l'affaire de Khalifa, et beaucoup de ministres qui sont aujourd'hui qui ont des dossiers en justice, et
de toute façon, personne ne les a poursuivis. Les dossiers sont classés. On a dit que les dossiers de Bouchouer, de Tebboune, de l'ancien PDG de Solargaz, qui est actuellement ministre d'énergie, ont été liquidés. Donc, ils ont été classés. La même chose pour Cheikh Khalil. Pas besoin de saisir la justice parce qu'il n'y a personne à la justice qui ose bouger et aucun parlementaire n'a posé le problème. Restez avec nous, Bodichem. Sofiane Gilali. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette affaire de Ben Rabrit, qui annonce que les matières scientifiques enseignées, scientifiques et techniques enseignées au lycée, seront enseignées en langue française. Mais on n'en sait pas plus, il n'y a pas de détails, rien ne filtre. Hier, quelqu'un d'un syndicat d'enseignants nous a dit qu'ils n'ont même pas été associés, que personne ne sait de quoi ils relèvent en fait, et que plus que tout ça, que même si ça se faisait, il nous a dit qu'il n'y a pas d'enseignants pour pouvoir prendre en charge l'enseignement de la langue française, de ces matières en langue française. Ça veut dire qu'on ne comprend plus pourquoi elle lance un tel projet alors qu'il est quasiment impossible de l'assumer, éventuellement, si ça passe. Bon, je pense que la ministre de l'Éducation a été un peu abandonnée seule pour gérer ce secteur-là. Ils n'ont pas envie de rentrer dans les détails ni d'avoir des problèmes à gérer. Mais le problème est que l'éducation en Algérie a accumulé de si graves défaillances depuis maintenant de très longues années qu'avec toute la meilleure volonté du monde, on ne peut plus redresser la situation en un clin d'œil. Donc annoncer le changement de langue pour les matières scientifiques, ça ne peut pas se faire. Il est évident, il n'y a pas d'enseignants. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignants, ne serait-ce que pour le français en tant que langue. Les écoles privées recrutent seulement les retraités de l'enseignement et de l'éducation. Il n'y a plus de formation. Donc l'école algérienne est sinistrée. Il faut revoir les programmes, il faut revoir l'approche pédagogique, il faut revoir les méthodes d'enseignement, mais ça c'est une question de stratégie d'État et elle doit être préparée sur 5 ans au moins pour réformer profondément et sérieusement l'école et la mettre à un niveau aux normes mondiales. Mais on a l'impression que là, depuis 2 ans, c'est une agitation plus qu'autre chose. Mais justement, M. Gilali, jusqu'à présent au moins. Justement, on a l'impression, on a la très vague impression et la très désagréable impression que Ben Rabrit est en train de lancer des pavés dans la mare comme ça, comme pour occuper les gens, alors qu'elle sait très bien, Ben Rabrit, elle sait mieux que tout le monde, qu'elle ne pourra pas appliquer une telle mesure, qu'elle ne pourra pas demander à des enseignants qui sont formés en arabe d'enseigner en français, qu'elle ne pourra pas demander à des élèves qui n'ont pas la capacité de comprendre cet enseignement en français, de recevoir cet enseignement en français. Et pourtant, elle lance ce pavé dans la mare, elle crée un véritable conflit idéologique entre islamistes et anti-islamistes. Ça veut dire que les gens sont complètement à côté de la plaque. Elle a réussi à provoquer une vraie polémique qui fait oublier tout le reste. Pourquoi tout ça? Pourquoi fait-elle ceci, sachant qu'elle ne pourra pas appliquer ce projet à le mener à bien? Sincèrement, je ne saurais pas répondre. Je ne veux pas spéculer sur les intentions ou avoir une tendance au complot. Il y a peut-être de l'incompétence, il y a peut-être une façon de préparer par à-coup les esprits pour qu'il y ait introduction de changements progressifs. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas transformer l'école algérienne de sa situation actuelle à une école digne de ce nom. Et ça ne peut pas se faire sous l'autorité d'un ministre, quel qu'il soit. Ça, c'est un programme qui relève d'un projet de société qui doit associer l'ensemble de la population. Il faut expliquer profondément qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans une réforme qui touche à la formation de la personnalité de l'Algérien, qui touche à la formation de tous nos enfants, qui va engager le pays sur 2-3 générations. On ne peut pas le faire comme ça au pied levé. Malheureusement, l'éducation a été de toute façon depuis toujours le parent pauvre des préoccupations des dirigeants.
parce qu'eux-mêmes, je crois qu'ils n'en ont cure. Ce n'est pas l'éducation qui les importe, c'est contrôler un peu cette masse juvénile, la mettre dans des circuits pour mieux la maîtriser. Le reste, préparer l'avenir, je crois que ce n'est pas du tout dans le programme de nos dirigeants. Abou Hicham. Alors, d'abord, je dois dire que l'école algérienne ne concerne pas les gouvernants actuels. Ni les généraux, ni les ministres, ni les quelconque responsable, quiconque a une responsabilité qui peut envoyer ses enfants étudier à l'étranger, ils envoient leurs enfants à l'étranger. L'école algérienne est faite pour les indigènes. Cela me rappelle le certificat d'études primaires de mon père, Allah yarhamou, sur lequel c'est écrit certificat d'études primaires pour indigènes. C'est tout ce qui nous manque pour les diplômes des Algériens aujourd'hui. Le terme indigène. Pourquoi? Parce que cette école est pensée par des hommes qui envoient leurs enfants à l'étranger, que ce soit dans le cycle secondaire ou primaire, aller voir l'école française de Ben Aknoun. Qui la fréquente? Ce ne sont pas des Français. Ce sont des enfants d'Algériens. Allez voir Descartes, le lycée Descartes, qui le fréquente? Ce ne sont pas des Français. Ce sont des enfants de responsables algériens, mais pour la plupart, ils ont tous la nationalité française. Voyez-vous? Et quand ils arrivent à l'université, ils partent tous avec une bourse d'études de l'État algérien pour étudier à l'étranger et rester à l'étranger. Alors, cette école, maintenant, vous me dites, est-ce qu'on peut appliquer ou ne pas appliquer? D'abord, il n'y a pas d'élèves capables d'assimiler des cours en français arrivés au lycée. Tout comme il n'y a pas d'enseignants capables de dispenser cet enseignement en français. Aujourd'hui, nous avons une école qui produit des illettrés trilingues. Ils ne connaissent ni l'arabe, ni le français, ni l'anglais. Et j'en ai fait l'expérience, j'ai eu des journalistes qui sont victimes de ce système, qui sont incapables d'aligner deux phrases correctement en arabe, ni en français. Et tout cela est dû au fait que cette école produit des professeurs de français, qui sortent de l'université, qui n'ont jamais lu un livre en langue française, qui ne sont pas capables de tenir une conversation en langue française, des professeurs d'anglais qui n'ont jamais mis les pieds ni en Angleterre, ni dans un pays anglophone, ni les pieds dans un laboratoire de langue pour entendre la prononciation en anglais. Voilà ce qu'a produit cette école. Restez avec nous, Abou Hicham. Je retourne à Sien Gilali. Sien Gilali, au sujet des derniers attentats terroristes en Europe, en Allemagne, en France. Eh bien, écoutez, il va de soi, sans aucune hésitation, une condamnation ferme, totale et absolue de ces attentats qui sont meurtriers, qui touchent des innocents, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité. Donc c'est un rejet et un refus total et absolu de toute violence. Maintenant, il faut expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi y a-t-il ce terrorisme qui se développe depuis ces dernières années? Et là, il faut faire le lien avec tout ce qui se déroule dans le monde arabe, dans le monde islamique, les jeux et les enjeux autour du pétrole, autour de la destruction et de l'effondrement de certains États, en commençant par l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, et puis il ne faut pas oublier ce qui s'est passé aussi en Algérie. Et le monde arabe est en proie à des bouleversements psychosociologiques très profonds et qui font émerger ce genre de comportement totalement pathologique de toute façon. Et je crois que l'Occident n'a pas toujours été innocent. Il a joué de ces troubles-là dans les États qui le dérangeaient. Et d'une manière ou d'une autre, c'est le retour du boomerang. Oui, mais Sien Gilali, à votre avis, pourquoi en Europe, où l'élite est pourtant très active, très impliquée, qui se saisit de tous les grands dossiers, de toutes les grandes questions, pourquoi n'y a-t-il pas de véritable débat sur les vraies causes de ce terrorisme, sur ce qu'il y a en amont, j'allais dire, et que tout le monde occulte
comme s'il y avait un blackout sur la question. Oui, il y a comme un tabou parce que c'est lié à des centres d'intérêt extrêmement puissants et pas toujours très légitimes. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Libye et la liquidation de Kadhafi, quel que soit par ailleurs notre jugement sur son régime. Mais il y a eu des complicités et probablement beaucoup d'argent derrière. Donc les États n'ont pas toujours envie d'exposer leurs points faibles. Les opinions occidentales sont très bien informées de ce qui se déroule à l'intérieur de leur pays, mais très peu de ce qui se passe à l'extérieur et encore moins de ce que peut faire le gouvernement à l'extérieur de leur pays. Donc voilà, ce sont des jeux et des enjeux qui sont en dehors de la vérité officielle, si j'ose dire, et donc pour cela on ne fait pas de débat. On ne va pas organiser une prise de conscience sur ce qui se trame et ce n'est pas toujours très beau à entendre ou à écouter. Merci Soufiane Gilali. Je ne pourrai malheureusement pas revenir sur Aboud Hicham pour lui poser des questions sur ce sujet. Le temps de l'émission est écoulé. Merci à Aboud Hicham, merci à Soufiane Gilali. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.